Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Au menu de l'actualité de ce jour, l'adoption du nouveau code de procédure pénale. À l'unanimité, les 111 votants du jour à l'Assemblée nationale ont été séduits par les innovations contenues dans le projet de loi. Le seul examiné ce mercredi est présenté par le ministre en charge de la Justice qui s'est prononcé également sur l'évacuation sanitaire demandée par le général Djibril Bassolé. Nous irons à Léo où les jeunes apprécient la mise en œuvre du programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les femmes. Une unité de production flambant neuve est gracieusement offerte à l'Union des groupements d'éleveurs. L'ouvrage qui va leur servir à produire en qualité et en quantité a été présenté donc à la presse. Et puis dans l'actualité également ce soir, un combat de chefs à la tête de l'Union européenne. La divergence était clairement affichée le 28 mai dernier à l'issue du premier sommet bruxellois après les élections européennes. Merkel et Macron ne défendent pas les mêmes champions pour les plus hauts postes de l'UE. La délicate succession de Jean-Claude Juncker oppose en creux le président français et la chancelière allemande. Bienvenue à tous. Le carnet d'audience du chef de l'État avant de développer ses titres, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu en audience dans l'après-midi de ce mercredi les participants au forum régional Femmes, Paix et Sécurité. Une délégation du FMI a également nourri des échanges avec le président du Faso. On en sait plus sur ces deux audiences avec Konsoun Koulibaly et Ismaël Diloma Sirima. Le Fonds monétaire international va continuer de soutenir le Burkina Faso dans sa politique de développement. L'un des volets de ce soutien réside dans un programme financier qui va durer 3 ans. C'est un programme qui porte fondamentalement, je dirais, sur 2 sujets, sur les finances publiques et sur tout un ensemble de réformes structurelles qui permettent, j'allais dire, de créer les bases nécessaires pour satisfaire les objectifs de développement. Une délégation de la Commission Femmes, Paix et Sécurité de l'Union africaine est également allée apporter son soutien au président du Faso. À Kosiam, ces femmes ont clamé que le Burkina Faso est debout et trouvera des solutions à ses problèmes. Il faut qu'on regarde plus grand d'où les problèmes viennent. Parce qu'on a tendance toujours à trouver des solutions en surface, mais il faut aller à l'intérieur de ces problèmes. Nous avons parlé des problèmes des frontières, nous avons parlé des problèmes du pays comme la Libye, c'est tout à fait, il faut le dire. Comment il faut faire en sorte que ce que nous avons dans nos frontières, qu'on puisse le résoudre ensemble. En partant de la situation en Libye, l'envoyé spécial de l'Union africaine fait une corrélation entre la circulation des armes, le trafic de personnes et l'insécurité au Burkina Faso. Toutefois, elle voit la lueur d'espoir dans l'éducation et le développement. Il faut que les jeunes continuent à aller à nos universités. Il faut également que les femmes profitent de nos terres, l'agriculture. Donc c'est tout cela qu'il faudra travailler main dans la main avec nos gouvernements pour apporter des solutions durables pour une paix durable. La paix durable, c'est le développement. Une paix sans développement, je pense qu'elle ne sera pas durable. Et pour ce qui concerne le terrorisme, la Commission Femmes, Paix et Sécurité de l'Union africaine soutient que la solution doit être trouvée avec les communautés. Intéressons-nous de plus près à ce forum régional qui se tient à Ouagadougou, faire taire les armes en Afrique à travers une campagne dans laquelle les femmes occupent une place de choix. La démarche est acquise et guide la première réunion consultative des forums régionaux baptisés Femmes, Paix et Sécurité. Dans la matinée de ce mercredi, le temps est donné donc à Ouagadougou à travers cet espace créé pour partager les expériences, relever les défis et renforcer le leadership des femmes. Précision avec Moussa Oudraogo et Oumou Sissé. Pour instaurer une paix durable sur le continent africain, l'apport des femmes est une nécessité. Conviction du Conseil de sécurité des Nations Unies dans sa résolution 1325. Réunies ici dans le cadre du Forum régional Femmes, Paix et Sécurité, ces femmes vont définir ensemble le meilleur écosystème pour promouvoir leur rôle et leur leadership dans la recherche de la paix en Afrique.
Et c'est le moment qu'on puisse voir quelle est la contribution positive. Parce qu'on sait aussi que les femmes sont utilisées comme armes de guerre. Donc c'est le moment de voir quelles sont les actions et les solutions que nous pouvons accélérer. Donc nous descendons sur le terrain pour voir comment faire en sorte que les politiques qui sont prises au niveau du continent sont appliquées à la base. De nombreux pays sur le continent sont en proie à des conflits armés, mettant ainsi en mal la paix et la sécurité. Et à cette rencontre, des expériences seront partagées pour une meilleure implication des femmes dans la quête de solutions. L'autonomisation de la femme, pouvoir aller elle-même nourrir sa famille, éduquer ses enfants, participe au développement. Et nous avons aussi besoin que les femmes aussi s'enrôlent dans l'armée, dans la police. Parce que vous savez que quand les femmes en tenue sont dans un espace, c'est un espace plus pacifique. Parce qu'on ne voit pas les armes, on voit les règles à respecter. Cette rencontre est une initiative de l'Union africaine. Elle veut s'appuyer sur l'agenda Femmes, Paix et Sécurité pour réussir son projet dénommé « Faire taire les armes à l'horizon 2020 ». Venons-en à la rencontre hebdomadaire de l'exécutif burkinabé. Ce mercredi, donc, le Conseil des ministres s'est penché sur l'adoption d'un document de programmation pluriannuelle 2020-2022. Et selon le porte-parole du gouvernement, ce document tient compte du contexte national marqué par des remous sociaux, mais aussi par l'insécurité. Plusieurs autres points étaient inscrits à l'ordre du jour de ce Conseil des ministres. Donc voici les grandes lignes avec Adama Guiti et Sanoua Christine Koulibaly. Sur 432 établissements conventionnés contrôlés, le département du professeur Stanislas Waro a décelé une présence fictive de 4059 élèves affectés par l'État. Un suivi qui permet au ministère d'économiser plus de 200 millions de francs CFA au titre des frais de scolarité. Pour un certain nombre d'établissements, les effectifs qui nous ont été communiqués ne sont pas conformes à la réalité. Donc il y a des élèves qui ne sont pas présents et malgré cela, donc, ils ont été comptabilisés. Et donc nous avons notifié à ces établissements-là donc, justement de reprendre donc, leurs documents, les informations contenues pour une prise en charge financière. En plus de cela, donc, nous avons informé ces établissements que là, c'est un avertissement, parce que nous allons continuer les contrôles chaque année. Et à partir de l'année prochaine, les établissements qui seront donc pris dans un mauvais communiqué, dans une mauvaise communication des effectifs réels affectés, donc cet établissement sera purement et simplement rayé de la liste des établissements conventionnés. Et au ministre d'informer le Conseil que débuteront bientôt les contrôles pour le respect des cahiers de charges par les établissements privés. Autre dossier phare de ce Conseil, l'adoption d'un document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2020-2022. L'élaboration donc de ce DPBEB-là se fait dans un contexte très difficile. C'est celui donc marqué par les revendications sociales, mais également celui marqué par les menaces sécuritaires. Donc les choix qui sont dans ce DPBEB sont ceux du renforcement de la sécurité, de la cohésion sociale, de la promotion de la bonne gouvernance, du développement du capital humain et de la dynamisation des secteurs porteurs. Toujours pour le compte du ministère en charge de l'économie et des finances, un décret a été adopté réglementant le port des uniformes et des équipements spécifiques du douanier et déclinant les appellations et galons correspondant au grade du douanier. Il en a été de même pour le corps paramilitaire des eaux et forêts. Au titre du ministère en charge du commerce, le Conseil a décidé de l'élargissement du pouvoir de la brigade mobile de lutte contre la fraude. Le décret pris en ce mercredi matin devrait lui permettre de lutter contre tout type de fraude. Et puis sachez que le président du Faso, Hokma Christian Kabouri, prendra part à Jeddah en Arabie Saoudite à la 14e conférence du sommet de l'Organisation
de la coopération islamique OCI, prévue les 31 mai et 1er juin 2019. La rencontre va aborder, selon la direction de la communication de la présidence du Faso, des sujets d'actualité parmi lesquels la situation en Palestine, le terrorisme et le développement. Elle examinera aussi des points liés aux intérêts des pays islamiques en mettant l'accent sur l'engagement des pays membres de l'OCI à consolider leur unité et leur solidarité et à développer leurs relations pour la stabilité, une condition sine qua non pour le progrès économique et social. Le président du Faso quitte Ouagadougou demain, jeudi 30 mai 2019. Une seule loi examinée ce jour à l'Assemblée nationale, le nouveau code de procédure pénale du Burkina. Les innovations présentées par le ministre en charge de la justice ont réussi à convaincre les 111 députés votants du jour. Les enjeux de ce nouveau code voté à l'unanimité avec Nong Bakouda et Vincent Kendrebe. Un seul projet de loi est soumis à l'examen de l'Assemblée nationale ce mercredi. Projet de loi portant code de procédure pénale qui doit remplacer celui en vigueur qui date de 1968. Et pour le ministre de la Justice qui a défendu ce projet, le nouveau texte opère de grands changements positifs au bénéfice de notre arsenal juridique et aux justiciables. Ce qu'on propose aujourd'hui, c'est que pour un certain nombre d'infractions qui sont des crimes, notamment les crimes liés aux actes de terrorisme et au financement du terrorisme, le grand banditisme et d'autres infractions, la corruption, etc., on prévoit que lorsque le juge finit de faire son travail, que la chambre correctionnelle du tribunal du grand instance puisse être saisie directement. Quitte à ce que, après le jugement de la chambre correctionnelle, qu'il y ait appel devant la cour d'appel. Vous voyez que là, on gagne. Il y a le double degré. Mais bien sûr, on me dira, mais quel est le rôle maintenant de la chambre d'instruction? Elle est là pour connaître des actions d'appel qui vont être faites. Mais ça va éviter que le dossier, parce que souvent les dossiers traînent là-bas. Vous savez que beaucoup de dossiers sont renvoyés tout simplement parce que si vous convoquez quelqu'un, on n'a pas, normalement, si ça doit être fait par voie d'huissier, etc., si vous n'avez pas pu le faire, s'il ne comparaît pas, vous ne pouvez pas juger. Or, ce qu'on propose ici, c'est vraiment d'assouplir les convocations, de sorte à ce qu'on puisse convoquer les gens par tous les moyens dont on dispose pour permettre facilement. Parce que si les justiciables savent qu'on n'a plus besoin de les saisir par voie d'huissier ou par telle ou telle voie pour que la procédure puisse être valable, ben, ils vont répondre. À l'unanimité des 111 votants, la loi est adoptée et elle vient compléter le code pénal adopté en mai 2018. À la presse, René Bagoro fait savoir que d'autres textes sont à l'étude qui pourraient pénaliser désormais certaines publications sur les réseaux sociaux. L'occasion aussi a été saisie pour évoquer le cas du général Djibril Bassolé. Les avocats du présumé co-cerveau du putsch de 2015 réclament une énième évacuation sanitaire à l'étranger. Et pour le ministre de la Justice, il revient au tribunal de statuer. Suivez. Actuellement, le tribunal militaire est saisi, mais puisque les avocats sont en mouvement, ils disent qu'ils ne comparaissent pas devant les audiences, enfin, ils n'assument pas les audiences pénales, le tribunal ne peut pas prendre une décision sans tenir une audience. Donc, il faut tenir une audience pour décider. Donc je pense qu'aujourd'hui, si les avocats repartent aux audiences du tribunal militaire, le tribunal militaire va décider. Vous voyez? Donc c'est pour ça que le dossier est encore en cours, mais ce n'est pas au gouvernement de décider. Une fois que la décision aura été prise par le tribunal, c'est autorisé. Ce que le gouvernement doit faire, c'est de mettre les moyens à disposition pour l'évacuation. Mais ce n'est pas au chef de l'État, je le répète encore moi au ministre de la Justice de décider. Le tribunal est saisi et je pense que parmi les avocats du général, il y a des avocats qui donc sont en mouvement. Donc c'est eux-mêmes leur mouvement qui fait qu'on ne peut pas décider sur la situation. Et c'est parti pour les rencontres régionales État-secteur privé. Et ce rendez-vous annuel est un moment privilégié de concertation et d'orientation entre le gouvernement et les acteurs du monde économique. La série de rencontres régionales lancée à Zignaré, dans le plateau central, se focalise sur l'intégration effective des entreprises burkinabais dans les chaînes de valeur nationales, régionales et internationales. Le détail avec Zoubaviel David Dabiri.
Les acteurs étatiques et les promoteurs du secteur privé de la région du Plateau central échangent sur les stratégies à mettre en œuvre pour faciliter l'intégration des entreprises burkinabées dans les chaînes de valeur nationales, régionales et internationales. Un rendez-vous annuel État-secteur privé voulu par le gouvernement pour promouvoir le dialogue avec ces acteurs clés de l'économie nationale. L'importance du thème que nous avons abordé pour la rencontre de 2019, c'est d'amener notre secteur privé à pouvoir s'organiser dans des chaînes de valeur et affronter la compétition, aussi bien nationale, régionale et internationale. Vous savez que quand vous êtes un acteur du secteur privé, vous intervenez dans une chaîne de valeur. Il y a ceux qui produisent, il y a ceux qui transforment, ceux qui transportent pour aller vers les consommateurs. Et donc, quand vous n'avez pas de stratégie bien réfléchie, vous faites face à la concurrence et ça peut affecter votre activité. Donc, les thèmes choisis cette année, c'est d'amener les acteurs à réfléchir par rapport à leurs activités. Qu'est-ce qui peut être fait en termes de stratégie? Par exemple, il y a les alliances où les acteurs peuvent se regrouper. Il y a également les questions de qualité. Une chose est de produire, de mettre à la disposition du consommateur des produits, mais quand ces produits ne respectent pas des normes établies, il est évident que vos concurrents vont vous surplanter, d'où l'intérêt des thèmes qui a été abordé cette année. Cette réunion marque le lancement de plusieurs autres rencontres régionales État-secteur privé. Ces échanges se tiennent en prélude à la rencontre nationale avec le président du Faso dans les jours à venir. On en vient à cet autre titre de l'actualité. Le ministre en charge de la promotion de l'entrepreneuriat a procédé hier à Léo, dans la Sicile, à l'inauguration d'une unité de production d'aliments à bétail et volailles. L'infrastructure est une matérialisation du programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les femmes. L'Union de groupements d'éleveurs de la province a donc été la principale bénéficiaire de l'ouvrage qui a coûté la somme de 14 millions de francs CFA. Présentation Gérard Sommet avec Adama Koulibaly. Et voici l'unité de production d'aliments pour bétail et volailles du groupement d'éleveurs Kaoran de Léo dans la Sicile, prête à produire officiellement. Financée à hauteur de plus de 14 millions de francs CFA dans le cadre du programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les femmes, elle va permettre de créer les conditions pour le développement d'un élevage intensif tout en créant de l'emploi chez les jeunes. En mettant cette unité en place, nous avons donc certes voulu créer de l'emploi, mais aussi résoudre un problème social. Parce que vous savez très bien que l'élevage au niveau du Burkina Faso est beaucoup plus traditionnel. Et les animaux se déplacent à la recherche donc, de leur pâturage, à la recherche de l'eau. Alors, et dans ce déplacement, ça crée des conflits parce qu'il y a des dégâts de champs, des dégâts donc d'autres infrastructures. Nous avons aussi, en créant donc cette unité, voulu que les jeunes pensent à une chose, s'associer, se mettre donc ensemble pour rechercher donc l'emploi. Certes, il y en a qui cherchent l'emploi donc seuls, mais en se mettant aussi en groupe, on dit que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Composée d'un broyeur, d'un mélangeur et d'un compacteur, cette unité a une capacité de production d'1 tonne de fourrage par jour. Vraiment, ça va nous apporter beaucoup de choses parce que on souffrait avant, parce que chaque fois c'est le Ghana, et le Ghana ce sont des problèmes. Maintenant qu'on a eu en tout cas l'unité de transformation ici, on va essayer de s'organiser en tout cas pour faire en tout cas le maximum de l'aliment bétail et pouvoir en tout cas nourrir nos animaux ici et puis rester ici en toute sécurité. L'association a souhaité la mise en place d'un fourrage et d'une clôture pour sécuriser le site. À noter que cette unité est la 29e mise en place et ainsi donc 29 provinces du Burkina en comptent une. Elle aussi s'inscrit dans cette démarche de renforcement du secteur agro-silvo-pastoral. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture s'intéresse aux régions du Sahel, du Nord et de l'Est. Elles ont en commun leur caractère frontalier avec une résilience particulière des populations vulnérables. Et pour ce faire, la FAO informe et sensibilise sur un nouveau projet. Pawandrogo, Jean Zongo et Vincent Kiendrebogo nous en parlent. Un nouveau projet pour renforcer la résilience des populations pastorales et agro-pastorales transfrontalières. Le projet ici lancé est formulé par la FAO en partenariat avec le ministère des Ressources animales et halieutiques.
Son objectif, permettre de meilleures productions agro-pastorales au Burkina Faso. Le projet s'intéresse particulièrement aux passeurs et aux agro-passeurs dont les moyens d'existence sont mis à rude épreuve par la sécurité, l'insécurité qui règne dans notre pays. Donc, si vous remarquez, c'est dans 3 zones, dans 3 régions, disons, les régions du nord, du Sahel et de l'Est qui sont le plus touchées, et aussi les provinces qui sont frontalières aux pays sahéliens tels que le Mali et le Niger qui vont en bénéficier. Donc c'est d'abord dans ces régions qui est beaucoup plus frappé par l'insécurité et par les chocs climatiques et ensuite les populations pastorales et agro-pastorales. Il y a des stratégies de gagnant-gagnant pour tout le monde qui peuvent permettre de développer à la fois la filière mais aussi de prévenir les conflits, de travailler sur la cohésion sociale des populations dans ces zones difficiles. Et vous voyez au vu de l'insécurité actuelle dans toutes ces zones-là que ce travail n'est pas vain et qu'il est important de le renforcer et de revaloriser l'entièreté des types de populations dans ces zones-là. Ce projet de renforcement des résiliences des populations pastorales et agro-pastorales du Sahel est financé par l'Union européenne à environ 1,7 milliard de francs CFA. Le projet couvre une période de 3 ans et concerne les régions du Sahel, du Nord et de l'Est. Donner la parole aux jeunes, la revendication est récurrente, mais elle n'occulte pas cette interrogation. Les jeunes sont-ils préparés à prendre la parole? La réponse avec le Centre pour le dialogue humanitaire. Il est à l'initiative d'une session de formation sur le processus de dialogue et de prise de décision politique et socio-économique. En 72 heures, le centre se fait le pari de mettre à jour et de renforcer les compétences des leaders d'associations de jeunesse dans la région des Hauts-Bassins. Mané Kayen et Karim Sissé pour le reportage. Ce sont des leaders d'associations de jeunesse de la région des Hauts-Bassins. Au nombre de 50, ils ont été mandatés par leur base pour prendre part à cette formation à Bobo-Dioulasso. Une formation organisée par le Centre pour le dialogue humanitaire et qui vise à renforcer leur capacité à formuler des recommandations et à exprimer leurs opinions de manière constructive et participative. La formation de ce matin est la réponse à une expression de besoins existentiels, structurels et voire principiels même de base des organisations de jeunesse qui aspirent à participer de façon qualitative à la gestion de la cité, à la gestion des affaires publiques, à la gestion de leur employabilité. Et pour que ces jeunes leaders puissent convenablement jouer leur rôle lors de la tenue des instances décisionnelles, plusieurs modules leur seront communiqués durant ces 3 jours. Nous allons d'abord nous accorder dans un premier temps sur la vie associative, sur les structures associatives, leur fonctionnement et surtout les aptitudes et les attitudes de ceux qui dirigent ces associations. La deuxième partie concernant un peu la conception et la formulation d'un projet. Oui, ce sont des associations qui sont appelées à accompagner le développement local. Il faudrait qu'on leur apprenne un peu les techniques d'élaboration de ces projets. Le projet La Voix des jeunes du Sahel est exécuté par le Centre pour le dialogue humanitaire et cofinancé par l'Union européenne et le Royaume du Danemark. Et au moment où cette formation se tient au Burkina Faso, elle se déroule également selon les mêmes principes au profit des jeunes dans les autres pays de l'espace G5 Sahel. Se positionner comme un institut de référence dans la formation technique, militaire et civile en Afrique, c'est l'objectif de ISLO, l'Institut supérieur de logistique de Ouagadougou, qui a ouvert ses portes hier au corps diplomatique accrédité au Burkina Faso. Une opération de charme pour susciter des financements afin de positionner ISLO dans le monde éducatif international. Présentation de l'Institut avec Issa Kafando et Taga Kafando. Le corps diplomatique accrédité au Burkina Faso en immersion à l'ISLO, l'Institut supérieur de logistique de Ouagadougou. Un centre de formation logistique et technique au profit des officiers, des sous-officiers, du personnel militaire, paramilitaire et civil de la sous-région. La présence de ce jour au corps diplomatique, c'est une opportunité pour nous de montrer à nos partenaires techniques et financiers le potentiel dont regorge cet institut. Un potentiel qu'on pourrait mettre à profit
dans la considération des forces armées en matière de soutien. L'ISLO a pour vocation d'intégrer le centre restreint des centres d'excellence et cette opération de marketing a permis aux diplomates de bien apprécier les offres de formation et la vision de l'Institut. Au niveau de l'institution, je pense que c'est très important que des formations comme telles peuvent se faire ici sur le sol africain. L'école a l'ambition de devenir un centre d'excellence de la CEDEAO et je pense qu'elle est en bonne voie. La Belgique est fière d'être un partenaire modeste, je dois dire, mais on a déjà depuis 2017, si je ne me trompe pas, quelques formateurs ici qui de temps en temps donnent des formations dans le cadre des stages qui sont donnés ici. Né des cendres de l'EMTO, l'école militaire technique de Ouagadougou, l'ISLO est logé au camp Ouédraogo et forme les stagiaires dans 23 cursus. Un autre institut a ouvert ses portes à une délégation, à la délégation de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne. Il était l'hôte de l'université Aube Nouvelle de Ouagadougou. La visite a été meublée par un échange direct avec les étudiants qui ont été édifiés sur les opportunités d'études en Allemagne. Le compte-rendu avec Roger Cam et Vincent Kendrebebo. L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en visite à l'université Aube Nouvelle de Ouagadougou. Une centaine d'étudiants se joignent aux premiers responsables de l'université pour accueillir leur hôte de marque. Avec Ingo Herbert, les échanges portent sur la coopération germano-burkinabé, la politique allemande en matière d'éducation, mais aussi les opportunités d'études en Allemagne. C'était un contact avec le président et fondateur de l'université Aube Nouvelle qui est très intéressé au système de l'éducation en Allemagne et je l'ai promis. Il était en Allemagne, mais je vais vous aussi voir l'université et parler de possibilités de continuer la coopération. Nous avons souhaité que son Excellence puisse venir voir ce que nous faisons pour qu'il puisse comprendre et accompagner cette coopération interuniversitaire Aube Nouvelle et les universités allemandes. À l'occasion de cette visite, les premiers responsables de l'université Aube Nouvelle, avec à leur tête le président fondateur, ne cachent pas leur volonté de saisir toute opportunité pour renforcer leur collaboration avec des universités allemandes. Des projets de partenariat seraient déjà en cours et selon eux, des opportunités de formation et de recherche au pays d'Angela Merkel seront bientôt disponibles pour les étudiants de cette université. Ils ont été nommés en Conseil des ministres il y a quelques semaines. Les gouverneurs de région sont désormais installés dans leurs fonctions. Josiane Cabré prend les commandes de la région du Centre-Sud. La cérémonie officielle avec Issaka Ouedraogo et Zoubaviel David Dabiré. Des procès-verbaux paraphés, une formule d'installation prononcée et Josiane Cabré est investie gouverneur de la région du Centre-Sud par la ministre déléguée en charge de la décentralisation et de la cohésion sociale. La nouvelle promue a salué les efforts de son prédécesseur Kazmi Sekda pour son sens du devoir et les mécanismes mis en place pour prévenir les conflits sociaux dans cette région frontalière. Désormais dépositaire d'autorité d'État, Josiane Cabré décline les grands axes de son action dans le Centre-Sud. Représentant le chef de l'État et chaque ministre en particulier dans cette région, je ferai face à tout défi pour que force demeure à la loi. Voilà, j'ai dit que j'allais accompagner tout le monde, mais dans le respect de l'autorité régalienne de l'État. Et pour réussir sa mission, la gouverneure invite les populations à un respect des symboles de l'État et une mobilisation pour le développement du Centre-Sud. Cette cérémonie d'installation s'est déroulée devant un parterre de personnalités et les corps constitués fortement mobilisés ce matin. Kazimir Sekda, le gouverneur sortant, dit partir avec le sentiment du devoir accompli. Il est désormais le gouverneur de la région du Centre-Nord. L'insécurité, les conflits communautaires sont entre autres les défis que devra relever Justin Somé, le nouveau gouverneur de la région du Nord. Il remplace à ce poste Hassan Sawadogo, admis à la retraite après 4 années passées à ce poste. L'installation officielle cette fois avec Abdelkader Sawadogo et Alex Zagri.
Le voici installé dans ses fonctions de gouverneur de la région du Nord. Lui, c'est Sanou Bomi Justin Soumé. Nommé en conseil de ministre le 8 mai dernier, il remplace Hassan Sawadogo. L'insécurité et les conflits communautaires sont les défis à relever pour le nouveau gouverneur et il a le soutien du gouvernement qui l'exhorte à privilégier le dialogue. C'est bien quand on a l'expérience, mais c'est bien de prendre en compte l'avis de tout ce qu'on administre, de tout ce qu'on gouverne, parce que souvent il y a des petits détails qu'on peut régler à partir de ses propres collaborateurs. Pour avoir déjà servi dans la région, le nouveau gouverneur Justin Soumé est conscient de sa mission. Il invite les acteurs du développement de la région à une synergie d'action. Nous représentons ici donc tout le gouvernement, pris au niveau sectoriel. Et en plus de cela, vous savez que la région administrative, dans l'architecture du pays, c'est un pôle important où se développent tous les référentiels sectoriels et locaux. Donc il s'agira pour nous d'assurer une mission de coordination de toutes ces actions sectorielles et locaux-là pour les mettre en synergie. Précédemment secrétaire général du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, Justin Soumé a occupé le poste de haut-commissaire de la province de Yatenga et de secrétaire général de la région du Nord. Il remplace Hassan Sawadogo, admis à la retraite après 35 ans au service de l'administration publique et 4 ans à la tête de la région du Nord. En Europe, les deux plus vieilles alliées affichent ouvertement leurs divergences si Paris et Berlin travaillent sur d'ambitieux projets industriels communs dans la défense. Les rapports restent teintés de méfiance et marqués par des divergences de vues autour de la délicate succession de Jean-Claude Juncker, président de la Commission de l'Union européenne. Des signes de désaccord entre la France et l'Allemagne pour la tête de la Commission européenne, 12 euphémismes. La lutte de pouvoir est ouverte, même si l'atmosphère paraissait décontractée hier soir. Emmanuel Macron a été transparent, il ne veut pas d'automaticité à la nomination de ce poste et donc de Manfred Weber, le Spitzenkandidat du Parti populaire européen, et d'Angela Merkel pour succéder à Jean-Claude Juncker. La clé, c'est que les gens qui seront aux postes les plus sensibles partagent le projet et soient les plus charismatiques, inventifs, compétents possibles. Nous avons acté ce soir qu'il n'y avait pas d'automaticité du Spitzenkandidat. Même si être un Spitzenkandidat est un plus, il n'y aura pas d'automatisme, a confirmé le président du Conseil européen Donald Tusk, aux grandes dames d'Angela Merkel et du président sortant du Parlement européen. La chancelière allemande qui serait consternée par le désaveu public de Macron pour son candidat Manfred Weber. Il est clair que le groupe du Parti populaire européen est toujours le groupe le plus fort au Parlement, mais en même temps il est clair qu'il n'a pas non plus la majorité au Parlement européen. Nous étions d'accord, nous ne pouvions pas prendre de décision aujourd'hui. Équilibre géographique, équilibre entre les sexes, entre les partis politiques, tous ces paramètres doivent être pris en compte pour Donald Tusk, qui donne sa vision de la bonne participation des électeurs au scrutin européen. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Dès demain à 20h, Fousseni Kindo s'installe. À très bientôt et très bonne soirée sur la télévision du Burkina.